Profitez de votre programme avec la compagnie fiduciaire Grésivaudan, expert comptable et commissaire aux comptes. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, avec nos invités, on va compter les oiseaux de nos jardins, revenir aux origines de la glisse et découvrir le ski augmenté à l'occasion des premiers championnats du monde de la spécialité. Et pour parler de ces sujets, j'ai à mes côtés Jean-Marc Glaude, l'organisateur de ces premiers championnats du monde de ski augmenté. Bonjour. Bonjour. Ce sera ce week-end à l'Alpe d'Huez. Vous expliquerez de quoi il en retourne. En face de vous, Mathias Ravenel. Bonjour. Bonjour Thibault. Vous aussi, vous allez nous parler de glisse. Vous êtes moniteur fédéral de Télémark et vous organisez les épreuves de Coupe de France qui se dérouleront ce week-end dans les stations de Beldon. Et puis, dernier invité de cette émission, on va changer de sujet avec Anaëlle Atamanuk. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de la Ligue de protection des oiseaux, la LPO pour les intimes. Le recensement de la population a commencé la semaine dernière. On en parlait d'ailleurs dans cette émission il y a quelques jours. Mais il n'y a pas que les humains que l'on compte au mois de janvier. Il y a également les oiseaux qui auront le droit à leur recensement. Ce sera ce week-end. C'est une opération nationale. C'est une opération nationale. Ça fait la 8e de ce genre pour les comptages des oiseaux en hiver dans les jardins. Donc ça a commencé il y a quelques années. Ça se passe le 25 et 26 janvier. Il suffit de libérer 1 heure dans son week-end pour pouvoir compter les oiseaux de son jardin ou d'un parc public. C'est quoi l'objectif? C'est de recenser tous les oiseaux qui existent sur le territoire? Alors, l'idée, c'est de faire un suivi un peu protocolé, c'est-à-dire que tout le monde va faire la même chose dans le week-end, ce qui permet d'avoir des données qui sont scientifiquement exploitables. Et pendant cette heure-là, d'être le plus exhaustif possible pour recenser les oiseaux qu'on voit passer dans son jardin ou dans le lieu qu'on a choisi de recenser. Il faut effectivement noter toutes les espèces qu'on va voir passer, alors par exemple à sa mangeoire, et surtout, pour ne pas compter en double un oiseau, toujours ne compter que le nombre maximum d'individus d'une même espèce vus simultanément. Alors, on peut le faire aussi si on n'a pas de jardin dans les parcs publics, par exemple. On voit quelques images là, de l'opération l'an dernier dans les jardins du Muséum à Grenoble. Au-delà de compter le nombre d'oiseaux, il faut aussi être capable de reconnaître les différentes espèces. C'est effectivement un minimum pour pouvoir avoir des données exploitables et puis pour pouvoir évaluer les tendances d'évolution des effectifs des populations d'oiseaux. Et du coup, ça se compte espèce par espèce. Si vous avez un doute, vous pouvez noter oiseau indéterminé, prendre une photo, garder une description sous la main. Et comme vous allez saisir vos observations sur Internet, on pourra rentrer en contact avec vous pour pouvoir corriger les données. À quoi ça va servir, toutes ces informations? Alors, ces données, elles sont récupérées par le Muséum d'histoire naturelle, qui ensuite fait des statistiques pour pouvoir essayer d'évaluer les évolutions des populations, des effectifs, à partir des effectifs recensés. Parce que ce n'est pas comme l'humain, on ne peut pas leur faire remplir un questionnaire aux oiseaux. Et c'est intéressant effectivement de pouvoir suivre ces populations. Vous parliez de la reconnaissance des espèces. Il y a un site internet dédié à cette opération sur lequel on peut avoir une aide, un guide. Oui, tout à fait. Il y a des livres qui existent, des guides d'identification des oiseaux, mais sur le site Oiseaux des Jardins, sur lequel vous pouvez créer un compte à partir d'une adresse mail. Vous créez votre jardin, vous donnez la date et l'heure de comptage et vous avez une aide avec des dessins des oiseaux qui apparaissent et vous pouvez renseigner les effectifs vus pour chaque espèce. Pourquoi ça se fait en hiver, cette opération? Il y a une raison particulière? Alors, les oiseaux migrent et on va avoir en hiver à un endroit pas du tout les mêmes oiseaux qu'on aura en été. Et du coup, il y a un comptage similaire qui va avoir lieu à la belle saison au printemps. Mais pour l'hiver, en fait, les oiseaux se rapprochent des jardins puisque il gèle, il neige, il y a moins à manger ailleurs. Enfin, il y a toujours à manger, mais parfois dans les jardins, on les attire avec des mangeoires. Et du coup, ça permet d'avoir des regroupements d'oiseaux et donc potentiellement, c'est à peu près représentatif de ce qu'il peut y avoir dans le secteur, quoi. Vous espérez avoir combien de compteurs citoyens ce week-end en Isère pour cette opération? Alors, je ne sais
plus les chiffres en tête, mais c'est plusieurs centaines de jardins qui, l'année dernière, ont été recensés. On précise qu'il y a les musées départementaux, la plupart, qui participent avec Tout à fait. Il y a des animations pendant le week-end. Il y a un certain nombre d'animations qui vont avoir lieu à Grenoble et dans des communes alentours, en partenariat avec le Muséum. La LPO va faire des animations aussi, voilà, pour permettre aux gens de découvrir le protocole. Et puis effectivement, si vous avez des mangeoires dans votre jardin ou dans un parc public, c'est plus simple pour aller observer les oiseaux. Les plus fréquents en Isère, ce sont quoi? Alors, l'année dernière, la grande star, c'était le moineau domestique, qui était particulièrement, dont les effectifs étaient particulièrement nombreux. On va reconnaître surtout, on va régulièrement voir la mésange bleue, la mésange charbonnière, qui sont des espèces encore assez communes, faciles à reconnaître. Et après, selon la localisation du jardin, parce qu'un jardin en montagne ou un jardin en plaine n'aura pas du tout les mêmes espèces. Voilà, c'est... Moi, je ne suis pas un grand spécialiste des oiseaux, mais j'ai quelques photos. Ça, c'est des chardonnerets élégants. Chardonneret élégant, voilà. Voilà, très joli, effectivement, avec ces différentes couleurs. Ça, c'est la mésange noire. Mésange noire, tout à fait. Bon, je crois que derrière, on va avoir le droit à la mésange bleue. La mésange bleue, elle celle qui, extrêmement effectivement, mignonne. est la plus courue, la plus commune dans la région. Il semblerait que c'est une espèce très commune encore et qui est facilement reconnaissable. Et là, c'était le tarin des aulnes pour finir. Bon, je fais mon spécialisme, mais j'ai ma fiche quand même. Hein. Il y a un début à tout. On est capable aujourd'hui d'estimer le nombre d'oiseaux qui vivent en Isère? Non, pas. Enfin, j'ai pas en tête un chiffre qui permet de dire il y a X millions d'oiseaux. Ça se compte évidemment en millions. Et parce que les oiseaux bougent et que du coup, d'un mois sur l'autre, ça change énormément. Il y a 200, plus de 300 oiseaux qui passent en Isère, 300 espèces d'oiseaux qui passent, 199 qui sont nicheurs, donc à peu près 200 oiseaux nicheurs, donc ça ce sera à la belle saison plutôt, donc plus tard. Voilà, et les effectifs passent de quelques dizaines d'individus pour certaines espèces à des milliers, dizaines, centaines de milliers pour d'autres. Bon, il y a plus d'oiseaux en Isère que d'Isérois, en tout cas. Oui, a priori. La LPO qui mène une étude depuis pratiquement une vingtaine d'années, justement sur les effectifs des oiseaux dans la région, avec ces comptages que vous expliquiez au printemps. Je crois qu'il y a eu 600 000 oiseaux qui ont été comptés sur 18 ans. Voilà, depuis le début. Alors, c'est quelque chose de complètement différent que le comptage. Oui, là, c'est des professionnels. Voilà. Mais il y a aussi des bénévoles, des gens qui... Alors, il faut un minimum de prérequis, je vais en parler tout à l'heure. Donc, il y a les comptages des mangeoires en janvier. Au printemps, il y a ce même comptage des oiseaux de mon jardin, mais la version printanière. Et puis, il y a ce qu'on appelle le stock. Donc, c'est le suivi temporel des oiseaux communs, c'est un acronyme, qui a lieu à la belle saison. C'est un suivi qui a lieu depuis 20 ans, presque 20 ans, donc c'est au long cours. Et l'avantage... Et l'inconvénient d'un protocole, c'est que les personnes vont respecter des règles et elles n'auront pas le choix dans le lieu qu'elles vont aller prospecter. Il va y avoir un carré qui va leur être défini et pas le choix dans la période, puisque du coup, ça va être au printemps. La date dépendra de la météo, mais il y a un passage à faire au mois d'avril, au mois de mai, ou au mois de mai et au mois de juin si le carré est en altitude. Ce carré est tiré au sort, tout ça pour éviter les biais dans l'analyse des données, parce que sinon tout le monde irait recenser dans les beaux endroits, parce que c'est quand même vachement chouette de faire du terrain dans des endroits qui sont sympathiques. Et du coup, dans ce carré, l'observateur va réaliser 10 points d'écoute de 5 minutes. Et dans ces 10 points d'écoute de 5 minutes, il va recenser tous les oiseaux qu'il va entendre. Les points d'écoute ont lieu dans des milieux différents. Donc si dans votre carré, vous avez de la forêt, des zones vertes, des habitations, il va falloir partager les points entre ces différents milieux. Et on dit que c'est oiseaux communs parce que 5 minutes de point d'écoute, on va vraiment brasser très rapidement les oiseaux les plus communs qui vont chanter autour, parce que c'est un comptage auditif. Oui. Visuel aussi, on note ce qu'on voit, on note ce qu'on entend. Bon, quand je dis des professionnels, c'est qu'il faut déjà être aguerri à ce type d'opération. Ces données collectées depuis 2001, elles ont permis quand même de donner une tendance, un peu comme l'INSEE qui nous donne des tendances démographiques. Vous aussi, vous avez des chiffres qui sont évidemment pas forcément très réjouissants. Très réjouissants. Le Muséum a publié là-dessus l'année dernière, enfin 2018 je crois, 2019 aussi.
En gros, les espèces qui se portent le plus mal, on les classe par cortège, et ce sont les espèces des milieux agricoles et des villages qui disparaissent, qui diminuent sensiblement. On a tous en tête l'hirondelle rustique, qui en quelques années a diminué de près de 20%, 17% de mémoire. L'hirondelle rustique, c'est pas compliqué, elle a besoin d'insectes, elle a besoin de paysages diversifiés. C'est l'hirondelle rustique, voilà. Avant, c'était le pinceau des arbres. On a tous en tête les rassemblements d'hirondelles au mois de septembre, avant les migrations dans les villages. Et en fait, l'être humain, depuis des dizaines d'années, utilise des produits contre les insectes. Donc les insectes disparaissent, homogénéise les paysages, réduit la quantité de haies, fait des plaines agricoles d'un seul tenant pour les besoins de nourriture et compagnie. Et du coup, ces espèces disparaissent. Et puis, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas non plus. La migration, la météo, on voit bien qu'il fait de plus en plus chaud, les canicules s'emballent, tout ça, c'est des choses qui rentrent en compte sur les effectifs de population d'oiseaux. Voilà, les oiseaux baissent. C'est pas encore alarmant? Il y a des espèces menacées chez nous ou... Il y a des espèces extrêmement menacées. Alors, ce n'est pas des espèces qu'on va voir pendant le stock, puisque c'est des espèces beaucoup moins communes, mais en montagne, par exemple, le lagopède alpin est en danger critique d'extinction. Oui. Il est classé vulnérable, mais sa population est en baisse constante. Bon, très bien. Alors, on invite tout le monde à venir compter les oiseaux ce week-end. Il n'y aura pas de lagopède normalement dans les parcs et jardins Sinon, il faut s'inquiéter. De plaine, mais en tout cas, il y aura d'autres oiseaux. Ça peut être un bon moment aussi en famille. Alors, je ne sais pas si Jean-Marc aura le temps de compter les oiseaux ou les lagopèdes, puisque vous serez en montagne ce week-end, mais vous allez organiser le premier championnat du monde de ski augmenté. Alors, c'est vrai que c'est assez intriguant, cette appellation. J'ai envie de dire que c'est comme tout. Le ski augmente comme la vie au quotidien. Ah, peut-être, ouais. En fait, le ski augmenté, c'est simplement la pratique du ski avec un exosquelette. Donc, l'utilisation d'un exosquelette aujourd'hui dans nos montagnes est de plus en plus courante. On commence en tout cas à en voir de plus en plus dans les stations. On me disait encore aujourd'hui que dans certaines stations, c'est de plus en plus visible. Et puis on s'est dit, pourquoi pas organiser effectivement une première compétition et un premier championnat du monde, puisqu'on va avoir des participants qui vont venir quasiment des 4 coins du monde. Alors, on ne peut pas faire de ski dans un plateau, mais vous êtes quand même venu avec votre exosquelette. Exact. Voilà, alors on va pouvoir, grâce... Donc voilà, à ces images. Voilà ce que c'est qu'un exosquelette. On a une jambe, et puis deuxième de l'autre côté naturellement, et un harnais. Ce harnais fait office de bassin, les jambes font office de jambes, et c'est relié en fait aussi aux chaussures qui, elles, représentent les pieds. À l'intérieur, ici, sur ce système, on a un ressort. Ce ressort va se mettre en compression au moment de la flexion. Et cette énergie qui est emmagasinée dans le ressort va être restituée au moment de l'extension. Donc, le ressort prend en charge 1/3 du poids du corps, va réduire la pression sur les articulations, mais va aussi diminuer la force nécessaire au quadriceps pour la pratique du ski, ce qui va nous donner une endurance supplémentaire. Et donc, c'est bien du ski augmenté puisqu'on va pouvoir en faire plus. Et on peut forcer, on va dire, ou moins forcer pour le même résultat On va moins forcer, effectivement, pour le même résultat. On va avoir une meilleure prise de quart. La prise de quart va être plus puissante, avec moins de contractions musculaires au niveau des quadriceps. Et on peut débrayer le système à l'envie. Donc là, il est embrayé, et si du bout des doigts, je déverrouille le système, là, je redeviens un skieur normal, plus augmenté. Bon, j'ai bien compris comment ça fonctionnait. C'est long à installer, c'est contraignant ce système? C'est moins long que de mettre une paire de chaussures de ski. Voilà, c'est quasiment le même temps. À partir du moment où on a un petit peu de souplesse, ça ne prend pas plus de temps, c'est 1 minute. C'est un peu le turbo de la glisse, ce système? On peut appeler ça le turbo, effectivement, du skieur. C'est la même idée, en fait, que le vélo à assistance électrique. Donc le VTT, aujourd'hui le VTT électrique a ses propres courses aussi, ou en tout cas on a une catégorie bien particulière.
C'est ce qui manquait au ski. Aujourd'hui, les personnes qui veulent participer à des compétitions équipées de ce type d'appareil, soit en sont empêchées par le règlement, soit se font traiter de tricheurs. Et ce n'est pas vraiment faux, en fait, puisque ça donne une capacité supérieure. Et donc, certains étaient frustrés de ne plus pouvoir participer à des courses et se mesurer soit aux autres, soit à eux-mêmes. Et donc, pourquoi pas organiser une compétition où tout le monde part sur un pied d'égalité avec cette puissance de départ qui est déjà dans le ressort ou dans le système. Ouais, parce que là, on va dire, vous ne visez pas uniquement les gens qui ont des problèmes de genoux ou des problèmes de santé, qui voudraient soulager leur corps ou pouvoir faire encore du ski quelques années de plus quand on arrive en fin de carrière. C'est une cible beaucoup plus large. C'est tout le monde. Vraiment tout skieur qui souhaite s'équiper de ce système. Il faut voir ça comme le VTT électrique. C'est véritablement la même comparaison. Naturellement, aujourd'hui, la majorité des utilisateurs sont encore des personnes qui avaient des soucis de genoux, de hanches, de dos, parfois de maladies beaucoup plus sérieuses. On aura d'ailleurs une participante qui est atteinte de sclérose en plaques. Par exemple, un autre skieur qui est amputé d'une jambe. Donc voilà, des personnes plus âgées, mais il y aura aussi des personnes jeunes, des personnes complètement valides. C'est un championnat du monde open. Ça n'est pas réservé aux seuls compétiteurs de l'extrême. C'est vraiment monsieur et madame tout le monde qui peuvent venir ce samedi et ce dimanche à l'Alpe d'Huez pour célébrer cette grand-messe du ski, quelque part. Vous l'avez dit, c'est pas reconnu aujourd'hui par les fédérations. Ça n'empêche pas votre compétition d'exister. Vous aurez d'ailleurs une marraine de renom, Ophélie David, qui, elle, a de nombreux titres reconnus par les fédérations internationales. En ski cross, ça a été la numéro 1 mondiale pendant de nombreuses années. Ophélie, il y a des champions qui commencent à tester ce genre de matériel? Alors on en a vu un sur les images qui s'appelle Armand Marchand, qui est le skieur belge en très grande forme du moment, puisqu'il a fait une 5e place au slalom de Zagreb, qui est utilisateur de ce système, pas en compétition évidemment, mais il faut savoir qu'Armand a été très gravement blessé à un genou et qu'il l'utilise pour sauvegarder son genou, en tout cas réduire la pression sur le genou quand il fait du ski libre. Il a besoin de faire beaucoup de kilomètres en ski. Et un des problèmes face auxquels il se trouve, c'est que chaque fois qu'il fait un virage, il y a de la pression qui arrive dans son cartilage, que ce cartilage, il est en train de le refaire grâce à la médecine et aux cellules souches. Et il faut qu'il le préserve, ce cartilage. Donc, essayez de mettre le moins de pression possible sur ce genou. Et donc, oui, on a des compétiteurs et je pense qu'il y en a d'autres qui vont venir aussi, puisqu'on est en contact avec la Fédération française de ski. Et éventuellement, on est tout à fait ouvert à aider ces personnes à revenir le plus rapidement possible à la compétition. Bon, une innovation qui a de l'avenir, qui lance donc sa première compétition internationale en Isère à l'Alpe d'Huez ce week-end. Le système que vous nous avez présenté, là, c'est le Ski Mojo pour lequel vous travaillez. Il y a d'autres systèmes de ski augmenté, celui-là par exemple Voilà, celui que vous avez en main est un système qui est, à la base, l'idée est la même, hein, c'est une assistance au ski, et là, ça n'est plus un ressort, mais c'est un vérin hydraulique qui va prendre la puissance... qui va prendre la puissance et qui va la transmettre directement à la chaussure. Combien ça coûte un équipement comme celui-là, par exemple? Alors, celui-là coûte 800 €, donc 799 pour être très précis, et le Ski Mojo, lui, coûte 599 €. On peut louer ces équipements en station aujourd'hui pour tester? On peut louer ces deux équipements. En ce qui concerne le Ski Mojo, il y a plus d'une centaine de magasins aujourd'hui dans les Alpes, les Pyrénées, le Massif central, un peu moins le Jura, mais on peut le louer en magasin pour l'essayer sur la journée, tout à fait.
Et l'autre système, on peut aussi le louer. Il y a un peu moins de points de vente, mais c'est tout à fait la même idée. Essayez avant d'acheter. Et bien voilà, si vous voulez essayer et participer à une compétition conviviale, mais qui a le mérite de se lancer, c'est ce samedi et dimanche, avec évidemment Ophélie David en grande marraine. Elle connaît bien les pistes de la station de l'Alpe d'Huez. Donc elle aura un petit avantage peut-être par rapport aux autres concurrents. Vu que ça aide à fléchir les genoux, je pense que le télémarque augmenté a également peut-être un futur avec ce genre d'équipement, Mathias. Complètement, oui. Je pense qu'effectivement, souvent, le télémarque, on a tendance à penser que c'est dur, ce qui n'est pas le cas, mais c'est vrai que ça pourrait peut-être aider certaines personnes à venir à cette discipline avec moins d'appréhension. Bon, là, on parle du futur, de la technologie, mais le télémarque, on le présente aussi comme l'ancêtre du ski alpin. Oui, c'est un peu considéré. On parle souvent de l'ancêtre du ski alpin. C'est né au 19e siècle en Norvège, canton de la Norvège, canton de télémarque. Un menuisier, Sondheim, qui a inventé cette technique de virage télémarque, parce qu'on parle bien de virage télémarque. Et puis, au fil des années, le virage télémarque, il était un peu oublié parce que on a attaché le talon et puis ça allait plus vite surtout. Donc, le virage télémarque gagnait moins de compétition. Ça a un peu disparu. C'est revenu dans les années 1970, les Américains qui ont remis un peu ça au bout du jour, donc avec les chaussures en cuir, les câbles. Et puis, ça a continué d'évoluer au fil du temps. Et puis, maintenant, on a les chaussures en plastique là, donc ça c'est un ski de télémarque pour enfants, hein, donc c'est vraiment, donc ça commence très tôt. Je crois que celui du 32 avec un petit ski de télémarque pour enfants. Bien entendu, les adultes skient pas sur ce genre de système, mais voilà, c'était pour donner une idée. Alors on libère donc complètement le... On libère le talon. Le talon, ça ressemble à un ski de fond. C'est ça, c'est un ski de fond. randonnée. Alors le ski alpin, le ski en lui-même, c'est le même. Hein, c'est des skis, il n'y a pas de ski spécifique au télémarque. Et puis c'est la fixation de la chaussure qui change. Une chaussure nettement plus confortable. Donc souvent on a beaucoup de dames qui viennent, de filles qui viennent. Elle a besoin d'être moins rigide. Elle est moins rigide, elle est plus agréable. Ouais, c'est ça, pour marcher, c'est une semelle en vibram. Et puis après il y a le flex de devant qui permet de marcher plus confortablement. Et puis c'est un peu plus confortable. Alors si le télémarque a la réputation d'être physique, c'est notamment quand on voit ces images de génuflexion, c'est pas courant dans le ski alpin de plier autant. On sait qu'il faut être souple sur ses appuis, mais pas à ce point-là quand même. Oui, non, c'est pas. On se fait souvent une idée, voilà, que c'est une glisse difficile. En une demi-journée, généralement, on adopte la technique. Et non, il n'y a rien de compliqué. On reste quand même proche. Ça reste du style alpin, donc du coup, on reste proche d'une discipline alpine. On passe partout. On passe partout, oui, bien entendu. Oui, on bosse, freeride. Ski de rando, c'est une discipline un peu centrale, le télémarque. Hein. Avec le télémarque, on peut faire de la rando, mais une paire de pots sous les skis, on remonte. On peut faire du saut, on peut faire du skating, on peut un peu tout faire. C'est un peu une discipline centrale. Bon, c'est très esthétique. Hein. C'est esthétique, oui. On voit sur ces images. Ça s'apprend dans les écoles de ski, dans les stations Dans les stations, donc avec les moniteurs ESF, ou alors dans les ski clubs comme le nôtre, par exemple. Donc on est un encadrement de moniteurs fédéraux, qui ne sont pas des moniteurs ESF, c'est des moniteurs fédéraux, donc qui enseignent à titre bénévole dans les ski clubs. Et donc c'est le cas du nôtre, le ski club de Montmélian, qui enseigne, qui a des initiations pour les enfants, pour les adultes. Il y a une demande plus forte ou ça reste encore confidentiel? Ça reste confidentiel. Il faut quand même aller à la pêche pour trouver des adhérents. Un enfant, spontanément, quand il se met à la glisse, il ne pense pas... Non, il ne pense pas ça. Souvent, les enfants adorent parce que c'est super ludique. Hein, parce que voilà, on va faire des jeux avec, on est plus proche de la neige, on peut faire des petits sauts. Il y a des choses vraiment plus sympas et ça intéresse beaucoup les enfants, mais il faut les faire venir. Bon, ce week-end, le grand public pourra assister à des compétitions de haut niveau puisque vous organisez une étape de Coupe de France au Collet d'Alvar. Il y en aura une la veille au Sept-Lô, 2 temps forts. Alors là, on est plutôt sur la version compétition. Ça se déroule comment, une compétition de télémarque? Compétition de télémarque. Alors là, on parle donc du championnat de France. Donc il y aura 7 épreuves de championnat de France cette année, dont une 8e qui sera la Coupe de France à Vaujany. Et comment ça se passe? Donc il y a plusieurs types d'épreuves. Donc il y a des épreuves de sprint, donc des épreuves courtes, et des épreuves classiques, l'épreuve longue. Donc pour les 7 lots, ça sera une épreuve sprint, avec toujours un peu le même format, c'est-à-dire un slalom géant, un saut, un virage relevé, et on finit en skating. Et pour la version classique, donc ce qui sera l'épreuve du Collet d'Alvar, c'est le même format, mais en beaucoup plus longue, avec une trentaine de portes de géants. Le slalom, le saut et la partie skating s'enchaînent. Ça fait partie de ça s'enchaîne, c'est la même épreuve. La même course. C'est exactement, tout à fait, c'est la même épreuve. Donc il faut être à la fois endurant, technique, et puis le saut, à quoi il sert au milieu? Le saut, c'est
C'est Côté un peu ludique. un peu ludique, oui, tout à fait. C'est le côté spectaculaire, quoi. Et donc là, on voit des courses individuelles, mais des fois, ça peut partir en dual. Donc ça peut être 2 télémarqueurs en parallèle. Donc quand ils arrivent dans le loom, à la fin du loom, c'est très spectaculaire. Ce que vous appelez le loom, c'est la partie plate. C'est ça, c'est ce qu'on voit à l'écran. Voilà. C'est ce qu'on voit à l'écran, le virage relevé à 360 degrés. Et puis après, on termine en skating. Vous leur faites franchir la ligne d'arrivée à la force du. C'est ça. Généralement, du quand ils arrivent au bout, ils ont tout donné, ils sont bien. Bon, on est bon en France au niveau international sur le. Oui, alors il y a eu les frères Lowe des Savoyards. Les Savoyards de Méribel qui ont tout gagné pendant des années. Donc Phil a pris sa retraite l'année dernière. Mais il y a Argeline qu'on a vu là sur les images de Samoins, donc qui est toujours bien au top. Ouais. Puis il y a la relève, il y a les petits jeunes qui arrivent et je pense que oui, on est toujours dans le haut du panier, ouais, pour les Français. Bon, c'est à découvrir en tout cas ce week-end chez nous dans les stations de Beldon. Donc on l'a dit, samedi c'est la version courte au 7 lots. Et puis donc dimanche au Collet d'Alvar. Au Collet d'Alvar, où une cinquantaine de bénévoles seront là pour accueillir tous nos compétiteurs qui viennent de tous les massifs alpins. Et on aura même des étrangers, on aura des Suisses, on aura des Espagnols et des Andorrans qui viendront participer à cette épreuve. Eh bien, merci à tous les 4. Et puis les championnats de France qui clôtureront la saison, ce sera le 4 et 5 avril à Vaujany. Tout à fait. Pas très loin non plus. Merci à tous. Je range cet outil qui n'est pas un pistolet futuriste, mais bien le système Mojo que nous a présenté Jean-Marc. Ça peut me servir, moi, dans quelques années, quand j'aurai plus de genoux. Et puis, merci, bonne continuation à vous. On se retrouve très vite pour d'autres aventures. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait. C'était Si on parlait avec la compagnie fiduciaire Grésivaudan, expert comptable et commissaire aux comptes.